takes a lot to complete a pass against Wade, and Dotson was up to that moment. He tried to get it to him, one-handed grab, and he walks in back-to-back highlight plays from Dotson and Penn State, still showing some fight. Wow. Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce 141e numéro du Podcast Ball. La saison 2021 du College Football est toujours en ligne de mire et on en profite pour aborder aujourd'hui le Group of Five et plus précisément l'AAC. Peut-on détrôner Cincinnati? Que peut apporter Gus Malzahn à Central Florida? SMU et Junior Ao peuvent-ils faire mieux que la saison passée? Tant de sujets dont nous parlerons avec Monsieur Morgan Lagré, fondateur du site Blue Pennon. Salut Morgan. Bonjour Monsieur Greg et bonjour à tout le monde. Et donc on met à l'honneur l'AAC qui devient de plus en plus passionnante au fil des saisons. Petite nouveauté cette année, alors c'est pas totalement une nouveauté dans le sens où ça avait été implicité la saison dernière par le retrait de Connecticut. On n'a plus 12 équipes dans cette conférence AAC, plus 2 divisions de 6 équipes. On a de nouveau un bloc de 11 formations depuis justement le passage en indépendant des Huskies. Certains diront que c'était pas une énorme perte, vu ce que proposait Yukon depuis quelques saisons maintenant. C'est moche. Ça mange pas de pain, j'ai envie de te dire. Mais donc, on va quand même établir rapidement cette hiérarchie au niveau de la conférence américaine. Je le disais, Morgan, force. T'es dur, en plus, il y a plein de Québécois qui jouent à Connecticut en plus. Ah, tu vas me fâcher avec des gens, que je connais bien. C'est moche. Tu m'obliges à me fâcher avec des gens que j'aime bien et que je connais. Mais non. Et si je voulais me fâcher avec des gens, je te poserais la question sur ce qu'ont fait les Canadiens de Montréal lors de la Stanley Cup. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, on continue. Je reste courtois et poli. Ce qui nous intéresse en majeure partie au niveau de la conférence américaine, c'est les Cincinnati Bearcats. Très belle surprise de la saison passée. En tout cas, équipe en nette progression depuis l'arrivée de Luke Fickell dans l'Ohio, en tout cas à la tête donc du programme de Cincinnati. Saison invaincue la saison passée en saison régulière, une seule défaite enregistrée lors du Peach Bowl, je ne vais pas me tromper à chaque fois, contre Georgia, mais en l'occurrence une équipe non seulement, on en avait parlé lors de la preview de Top 25, qui a été extrêmement performante l'an passé, qui a effleuré, on dira du doigt, le rêve d'être dans le dernier carré des playoffs, mais bon, on va pas relancer la machine, hein, ce serait dommage. Ouais. Mais en tout cas, c'est une équipe qui aura toujours des grosses ambitions, puisqu'il y a un effectif quasiment inchangé du côté de Cincinnati. Et c'est ce qui nous fait nous dire, il n'y a pas de raison que cette équipe-là ne soit pas aussi performante que l'année dernière, parce qu'effectivement, ils ont gagné en expérience, ils sont eux aussi peut-être en mode revanche, comme pas mal de programmes au niveau national. Et puis surtout, ils sont performants, quoi. C'est sûr que l'énorme boulot de Luke Fickell, on l'avait dit, 31-6 lors des 3 dernières saisons, c'est le bilan de l'équipe. Mais probablement la meilleure équipe du Group of Five. Et puis effectivement, les étoiles semblent alignées pour cette équipe des Bearcats parce qu'il y a très peu de changements, que ce soit en attaque ou en défense. Alors, il y a le départ de Marcus Freeman, le coordinateur défensif, qui est parti du côté de Notre-Dame, remplacé par Mike Tressel qui arrive de Michigan State. Mais au niveau de l'effectif, c'est très similaire à ce qu'on avait vu l'année dernière. Il y a eu quelques pertes en défense, mais en attaque, c'est quasiment la même équipe. Jerry Dock, c'est parti, le running back. Mais voilà, on a Desmond Reader qui est quand même de retour. Joueur offensif de l'année 2020 dans la AC. Presque 9 milliards offensifs en 3 saisons du côté des Bearcats. On l'avait déjà dit, mais on commence à parler de lui pour le S-Man. Et puis au poste de running back, et au poste de receveur, et au poste de tight end, il y a du talent, quasiment le même que l'année dernière. En défense, il y a des superstars. Hein. C'est des joueurs qui vont être des joueurs dont on va beaucoup parler donc quand on fera nos listes de prospects NFL. On pense à Mijay Sanders au poste de defensive end. On pense à Ahmad Gardner au poste de cornerback. Il y a Kobe Bryant qui arrive aussi au poste de cornerback. Donc voilà, le talent est là. Le coaching staff a très peu bougé, même si Marcus Freeman est parti.
Il y a un calendrier où ils ont 2 matchs dans l'Indiana qui seront un peu difficiles face aux Hoosiers et face aux Fighting Irish. Un peu difficile, ouais. Mais de manière c'est sûr, pour la photographie nationale, ça peut être rapidement compromis. Voilà, c'est sûr que si ça se passe mal lors de ces 2 matchs face à Indiana et Notre-Dame, ils seront probablement exclus de n'importe quelle discussion pour une place en play-off. Par contre, ça reste une équipe qui peut terminer invaincue dans les matchs intra-conférence. Et ça reste quand même un super bel objectif, c'est-à-dire de confirmer ce qu'on a vu l'année dernière en faisant un back-to-back dans la conférence américaine. Alors je te rejoins. Moi, le petit bémol, c'est qu'en effet, en défense, il y a beaucoup de leaders et beaucoup de retours en l'occurrence. En attaque, tu le disais. Le petit point d'interrogation pour moi, c'est la ligne offensive. Il y a une perte dont on ne connaît pas l'importance, c'est celle de James Hudson, qui pouvait avoir certains trous d'air, mais qui en tout cas, en tant que tackle gauche, est extrêmement performant. Donc même si Desmond Ridder est un quarterback un peu plus mobile, perdre son tackle côté aveugle, c'est rarement quelque chose d'anodin. Après, c'est vrai que sur le papier, très franchement, c'est une équipe en effet qui va être difficile à aller chercher. En plus, j'essaie de revoir le calendrier, mais c'est vrai que ils ont quand même l'avantage de recevoir UCF, de recevoir Tulsa, de recevoir SMU. C'est plus simple, en l'occurrence. Quand les principales batailles annoncées, on va dire, se déroulent à domicile. Absolument. Écoute, je pense que pour le titre de conférence, ils sont très bien positionnés, en tout cas pour aller en finale. On rappelle que c'est une poule unique, mais les 2 premiers jouent la finale de conférence comme la Big 12. Ouais, au terme de la saison. Et puis donc il y aura ces 2 matchs face à Indiana et Notre-Dame qui vont être difficiles. Par contre, là, si c'est une équipe, imaginons le scénario inverse, c'est-à-dire que ça se passe bien du côté des Hoosiers et du côté de South Bend, on va se retrouver avec une équipe qui potentiellement va avoir de sérieux arguments pour les playoffs. C'est ça. En fonction de ce que proposeront bien entendu le Fighting Irish et les Hoosiers par la suite. Mais je te rejoins, c'est sûr qu'en effet, déjà ça renforcera forcément le statut de meilleure équipe nationale. Ça les mettrait en effet en contention, pour reprendre un terme un peu anglophone, pour éventuellement un dernier carré. Là, je te rejoins là-dessus. Après, c'est sûr que on va pas trop se répéter par rapport à ce qu'on a dit au niveau du top 25. En effet, il y a une ossature assez globale. Tu as tout résumé, en l'occurrence, voilà. Très peu de titulaires qui sont partis, un coordinateur défensif qui a été remplacé, mais on s'attend pas non plus à une énorme révolution du côté de l'Ohio. Donc c'est vrai qu'en l'occurrence, on voit pas trop ce qui pourrait inquiéter du côté de Cincinnati concernant une éventuelle régression. J'ai pas la sensation que ce soit aussi vrai pour Tulsa. Finaliste de la conférence AAC la saison passée, faut-il le rappeler, avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites. Une équipe qui a enfin explosé, on dira, après quelques saisons mitigées, symbolisée notamment par la saison en état de grâce de Zaven Collins, néo linebacker des Arizona Cardinals. Ce qui nous amène justement au fait qu'il y a eu pas mal de pertes du côté de Tulsa et que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que cette équipe de Tulsa n'était pas en sur-régime en 2020 ? Probablement un peu. Cette réponse de Normand. Probablement. C'était breton. Probablement un peu. Ils ont le même problème que 2 autres programmes dont on va parler assez vite, SMU et Memphis, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer le départ de leur quarterback titulaire. Et c'est vrai que pour eux, comme pour les 2 autres programmes, ça va être la vraie question de la saison. Zaven Collins, c'est une énorme perte en défense. Mais c'est la seule perte de la défense. Les 10 autres titulaires sont de retour. D'accord. Ah non. T'as oublié qu'ils ont perdu leur duo de cornerback. Ils avaient quand même un duo pas dégueulasse. C'est parti du côté de Missouri avec Caleb Evans et Ali Green qui ont rejoint les. C'est vrai qu'Alec Green est parti. Tu as raison. Alec Green est parti. C'est vrai à l'intersaison. Ouais, c'est là où ça m'a. Tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Je pensais comme toi et c'est vrai que je me suis rendu compte sur le tard que avec les 2 cornerbacks en moins, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Après, dans la AC, j'ai quand même la sensation qu'on joue un peu plus au sol que dans les airs. Si tu te retrouves, c'est ce que j'allais dire contre cette année, oui. SMU.
Cette année, j'ai l'impression qu'on va jouer plus au sol que les saisons précédentes parce qu'on avait quand même du beau monde au poste de quarterback dans les airs ces dernières saisons, les Brady White, Shane Buechele, etc. C'est ça. Donc, mais voilà, c'est quand même pas des pertes négligeables. Et encore une fois, je vais insister lourdement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des matchs l'année dernière où du côté de Tulsa, on s'est dit waouh, ça a tourné de notre côté. Enfin, pour ceux qui se rappellent de la fin de match contre Tulane avec Davis Brin, donc qui a priori va remplacer Zach Smith cette année, qui lance une chandelle et le ballon qui retombe entre guillemets miraculeusement dans les bras de Juan Carlos Santana. Il y a quand même une énorme part de réussite sans occulter notamment les actions décisives qu'a pu réaliser un Zaven Collins. J'ai plus les matchs en tête, mais justement il y a la prolongation contre Tulane et l'autre match, je me demande si c'est pas SMU, j'ai un doute. C'était pas Memphis. Non, Memphis c'était SMU, t'as raison. Ouais, SMU, ouais, tout à fait. J'avais un doute sur lui. Il y a eu beaucoup de matchs. C'est ce que je regardais mine de rien, c'est que l'année dernière il y a une fiche à 6-3. En exagérant un peu, c'est pas un scandale si tu termines à 3-6. Si tu prends le scénario des différentes rencontres disputées par les Golden Hurricanes, c'est là en effet où tu te dis qu'en plus, si tu rajoutes la perte de ton quarterback, même si je le répète, Davis Brin a été utilisé la saison passée, il y a le retour de Keelan Stokes au poste de receveur, ils ont un Shamari bon duo, Brooks quand Shamari même. Brooks Shamari et Brooks Demaric qui revient. Prince, donc on a vu des bonnes choses la saison dernière. Mais ouais, en défense, c'était top 20 national quand même, hein. Top 20 national en défense. Alors, c'est vrai qu'ils avaient Zaven Collins qui prenait beaucoup de place, je suis d'accord. Mais top 20 national, je me dis, c'est qu'il y a quand même une base qui doit être pas si mauvaise que ça. Ils ont Jackson Player que j'aime beaucoup sur l'intérieur de la ligne. Mais c'est vrai que le reste, pour l'instant, en tout cas, m'impressionne. Si on revient à ta question initiale, est-ce qu'ils étaient en sur-régime l'année dernière ? C'est probablement, comme je disais. C'est-à-dire que probablement, très sûrement qu'ils étaient en sur-régime. Est-ce que... mais comme je te le disais tout à l'heure, on va sûrement parler de UCF tout de suite, mais il y a d'autres programmes comme Memphis et SMU. Il y a aussi des choses à revoir et des incertitudes à des postes clés qui font que peut-être il va y avoir ça ne sera peut-être pas si éloigné que cela du top 3 de la conférence. Après, c'est juste pour terminer sur tout ça, il y a eu quelques transferts justement pour essayer de compenser ces pertes importantes. Je pense à un John Michael Terry notamment qui n'a jamais vraiment réussi à se faire sa place à Oklahoma. Quelques blessures aussi qui n'ont pas aidé. Donc ça, c'est sur le poste de linebacker justement pour apporter un petit peu de qualité athlétique. Et le poste de corner également dont on parlait avec les départs d'Evans et de Green. Ils ont été chercher Trevon Fuller également qui avait perdu sa place très clairement de titulaire du côté de Texas A&M. Donc ça peut être des ajouts en effet qui peuvent permettre d'améliorer la défense. Après, je sais pas. Alors que paradoxalement le head coach est un spécialiste offensif, je sais pas si les matchs de tout ça va être hyper fandard cette année. Et à mon avis, on va avoir beaucoup de matchs à 15-10, 17-3, en exagérant un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je suis beaucoup moins rassuré que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà, je suis très pessimiste sur ce que peut donner Zulsa. Je pense que ça restera milieu de panier. Mais c'est vrai qu'une deuxième qualification de suite en finale de conf, ça va pas être une mince affaire. Donc le trio derrière tout ça, pour y venir tout de suite, on a donc les Memphis Tigers, on a les SMU Mustangs avec notamment le defensive end français Junior Ao, et on a les UCF Knights, désormais coachés par Gus Malzahn. Alors on va prendre dossier par dossier. Si tu me permets, on va commencer quand même par Central Florida, parce que mine de rien, c'est l'actualité la plus fraîche, on va dire, cette arrivée de Gus Malzahn en tant que head coach. J'ai presque envie de dire une aubaine pour Central Florida, puisqu'il retrouve du coup son ancien directeur athlétique d'Arkansas State, si je ne me trompe pas, du côté d'Orlando. Oui, c'est ça, j'ai toujours un doute pour UCF, pourquoi entre Tampa et Orlando, c'est Orlando. Donc ouais, en l'occurrence, et on a vu que Gus Malzahn justement à Arkansas State, le peu de temps qu'il y est resté, ça a plutôt bien tourné. Et même à Auburn, offensivement, UCF, c'est pas trop le problème. Ça devrait rester performant a priori avec Malzahn. A priori avec Malzahn, ça devrait. Écoute, c'est un match parfait, quoi. C'est-à-dire que c'est un stratège offensif. Certains diront le contraire quand on voit ce qu'il a fait avec Bonix, mais on a quand même vu généralement l'année avec Jared Stidham et on a vu Kyrian Johnson, c'est quelque chose.
Puis écoute, c'est vraiment Malzahn UCF, c'était tellement évident que moi écoute, c'est la 8e attaque du pays en 2020. Effectivement, comme tu le disais, on ne devrait pas avoir une baisse de régime de cette attaque-là. Ça sent les shootouts encore du côté d'Orlando. D'ailleurs, une petite question que je me posais et que j'allais te poser, est-ce que Malzahn n'a pas plus de chances de faire les playoffs en étant à Central Florida qu'il aurait eu de chances de les faire à Auburn? Je m'explique, hein, on commence à parler des playoffs à 12. Peut-être que pour lui, c'est une chose assez intéressante aussi, ne serait-ce que pour une exposition médiatique. Mais en tout cas, a priori, Malzahn, ça va fonctionner avec l'attaque de Central Florida, parce que Malzahn, Dillon Gabriel, plus Jalen Robinson, plus Brandon Johnson qui arrive de Tennessee. On rappelle que Dillon Gabriel, c'est 32 TD, 4 interceptions l'année dernière. 61 TD en 2 saisons. Il en est déjà à plus de 7 milliards à la passe. Ça peut être assez explosif. Ça, c'est certain. Défensivement, par contre... il y a du aïe. Randy Shannon est parti. Oui. Mais aïe. C'était moche l'an dernier. Hein. Oh my god, c'était vraiment moche. Alors, le problème qu'il y a eu du côté du UCF, encore une fois, c'est que certes, il y a eu un renouvellement d'effectifs. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne, avec quelques joueurs qui ont été virés. Alors, j'ai plus tous les noms en tête. Je crois avoir vu Kenny Tornier, notamment. Enfin, il y a eu pas mal de joueurs, notamment, qui étaient des titulaires. Je crois que c'est Eric Mitchell également, le linebacker, qui était impliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris la porte, alors qu'ils étaient quand même des titulaires assez importants. On rappelle également qu'à UCF, l'année dernière, il y a quand même eu une vague de opt-out assez conséquente. Kalia Davis, notamment, qui a manqué. Voilà, donc en l'occurrence, c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé, hein, pour cette équipe de Central Florida. En l'occurrence, c'est pas le head coach qui est parti. Hein, on rappelle que Josh Heupel, c'est une promotion, on va dire entre guillemets. Hein, je pense que d'un point de vue bancaire déjà. Commence pas parce que là on va se fâcher. Non, mais voilà. on va pas énerver Central Florida, champion national il y a quelques saisons. Mais non, voilà, Josh Heupel est quand même parti du côté de la SEC et de Tennessee. Mais en tant que tel, la saison était pas mauvaise. Après, c'est sûr que vu les défenses qu'on avait vues il y a pas si longtemps que ça du côté de Central Florida et le backfield défensif notamment, qui était une force majeure du programme et qui va perdre énormément de monde pour l'intersaison. C'est sûr que ça aide pas dans une défense qui était déjà en effet aux abonnés absents l'an dernier. Et c'était peut-être pas seulement le transfert par exemple d'avec Big Cat Bryant qui suit Gus Malzahn en provenance d'Auburn qui va changer ce phénomène d'emblée. Écoute, ils avaient la 123e défense à la passe du pays et pourtant ils avaient Richie Grant. Voilà. Bon courage. Non, donc du côté du UCF, il y a quand même un petit chantier. Donc voilà, je ne sais pas si Gus Malzahn arrivera dès sa première saison à vraiment tout bien remettre dans le bon sens. Je pense qu'encore une fois, offensivement, ils auront voix au chapitre. Et puis c'est surtout une donnée importante qui va être à corriger par rapport à ce qui était mis en place l'année dernière avec Josh Heupel, c'est les failles mentales. Parce que mine de rien, tu parlais dans un précédent podcast de matchs qu'on laissait filer par exemple des équipes comme North Carolina. Il y a des matchs que UCF a perdu l'an passé qu'ils ne devaient jamais perdre. Non, on est d'accord. Donc très franchement, ça va falloir corriger. C'est en grande partie lié bien entendu à la défense, mais encore une fois, je vais m'acharner sur Tulsa peut-être, mais ouais, le match contre Tulsa par exemple, c'est un match qu'ils doivent gagner. Le match qu'ils perdent d'une courte tête à Memphis, c'est un match qui mène assez largement. Donc voilà, et puis il y a toujours cette petite bataille également, on va dire, avec Cincinnati, vu que c'est vraiment les... Ils avaient fait chier Cincinnati l'an dernier. Hein. Oui, pour le coup c'était à Central Florida, il faudra voir comment ça se passe du côté de l'Ohio cette année. Mais oui, en tout cas ça avait été disputé jusqu'au bout. Moi, Cincinnati avait quand même creusé l'écart dans le 4e quart. Mais très franchement, non, c'est une équipe qui, encore une fois, dans cette bataille, on va dire à 3 très régulière ces dernières années avec Memphis, on sait qu'il y a souvent des Cincinnati UCF qui sont très explosifs. Ouais. Justement parce que Cincinnati a repris un petit peu le flambeau de UCF. Donc très franchement, ça va nous promettre en effet un sursaut d'orgueil. Mais... On sait que Gus Malzahn, en plus d'un point de vue égo, voilà. Ça va. Ça devrait se remettre un petit peu du côté du CF, mais gros point d'interrogation sur la défense. Après, c'est sûr que Malzahn, c'est pas tellement sur
sur 2021 qu'on mise. C'est-à-dire que son aura fait qu'on veut déplacer un peu le centre de gravité et attirer des recrues venus qui pourraient s'engager dans la ACC, qui s'engagent plutôt un peu plus au sud vers Orlando. Et à mon avis, s'il a l'impact qu'on attend de lui, ça va être en 2023-2024. C'est-à-dire que là, UCF peut devenir vraiment le visage de la conférence américaine. Après, c'est dangereux de s'engager sur du long terme avec Gus Malzahn. Je pense. Oui. Je pense que c'est le genre de coach qui, dès la première grosse offre venue d'une conférence du Power 5... c'est sûr que s'il y a un siège qui se libère dans la SEC, il va y retourner. Ça, c'est certain. Voilà, mais je te rejoins, c'est sûr qu'en effet, c'est peut-être plus une politique à moyen long terme que... Bien payé quand même, hein. Il a eu un gros contrat à UCF, hein. Moins que celui qu'il avait à Auburn, mais pas si mal que ça. À mon avis, il n'est pas venu à Central Florida juste pour la beauté de la... Juste pour Disney World, non, c'est ça. Voilà, non, j'ai des doutes là-dessus en tout cas. On va développer un petit peu, un petit point également sur SMU. Alors là, j'ai des choses à dire. Ah, bah tant mieux, parce qu'en effet, il y a quand même un chantier. C'est pas vraiment un chantier, mais en tout cas, il y a des points intéressants à surveiller, que ce soit en attaque ou en défense. Je vais peut-être te laisser commencer par l'attaque, si tu le veux bien. En tout cas, Shane Buechele parti. On s'oriente donc a priori vers un Tanner Mordecai quarterback, ancien QB d'Oklahoma, supplanté du côté de Norman par Spencer Rattler. Est-ce que c'est vraiment un domaine sur lequel on va s'inquiéter ? C'est un peu comme UCF, mine de rien, depuis l'arrivée de Sonny Dykes, Southern Methodist, offensivement, c'est quand même assez costaud malgré tout. C'est super, très costaud, 12e attaque du pays l'an dernier, presque 500 yards, 494 yards exactement par match, donc là il n'y a aucun problème, ça tourne bien. Un Ulysses Bentley que j'adore au sol. Alors là, et puis c'est ça, ils ont des playmakers en attaque, quoi. Vraiment. Puis c'est un programme qu'on a découvert ces 2 dernières saisons grâce à des débuts de saison tonitruants, hein. 8-0 en 2019, tu te souviens ? 5-0 l'an dernier, c'était quand même pas mal. Ils ont grimpé aux portes du top 15 de l'AP Top 25, donc c'était vraiment assez intéressant. Et je trouve que voilà, ils ont retrouvé une certaine respectabilité qu'on n'avait plus depuis la fameuse Death Penalty. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Sonny Dykes, hein, pour sa 4e saison. Il a vraiment remis, comme on dit, il a remis SMU sur la map, hein, sur la carte. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors oui, il y a le gros départ de Shane Buechele qui a été un gros contributeur offensif les 2 dernières saisons après son arrivée de Texas. Mais moi, je suis assez enthousiaste de l'arrivée de l'ancien prospect 4 étoiles de Oklahoma, donc Tanner Mordecai, comme tu l'as dit. Il a été backup pendant 3 ans, puis il a été backup quand même derrière des joueurs assez intéressants du côté de Oklahoma. J'imagine qu'il a appris 2-3 petits trucs quand même. Donc... écoute, c'est un quarterback double menace, ce que n'était pas vraiment Shane Buechele, mais j'ai quand même l'impression qu'il va bien s'adapter au système qui est plutôt air raid du côté des Mustangs. Alors tu as dit, Ulysses Bentley au poste de running back, c'est intéressant. Puis il y a les meilleures mains de la conférence avec Reggie Robertson Jr., je pense. J'aime bien aussi Richie Rice qu'on a vu un petit peu. Il y a un gros prospect NFL avec Jalen Thomas au poste de tackle offensif, donc c'est plutôt intéressant. Et puis écoute, il y a l'arrivée de Grant Calcaterra, le tight end d'Oklahoma aussi, qui finalement fait son retour au football après avoir pris quelques mois sabbatiques. En tout cas, il se posait des questions en ayant accumulé un certain nombre de commotions cérébrales, mais là il revient. La ligne offensive de retour au complet. Moi, offensivement, je suis pas du tout inquiet. Même s'il y a un changement de quarterback pour SMU cette saison. Et en défense, mais moi j'aime l'arrivée du coordinateur Jim Leavitt, que moi j'ai toujours bien aimé. J'écoute, que ce soit dans son rôle de coordinateur défensif à Oregon et à UCF, ou en tant que coordinateur, en tant que head coach, c'est toujours quelqu'un, je trouvais, qui a toujours apporté, qui a amélioré les équipes qu'il a coaché. Donc je suis plutôt enthousiaste. Alors moi je suis d'accord avec toi. Bon, offensivement, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, hein, globalement juste pour la petite parenthèse, il me semble avoir vu, parce que Reggie Robertson revient de blessure, il me semble avoir vu que SMU n'a jamais perdu quand Robertson était titulaire. Ça, bon, je place ça comme ça. Bon, on espère qu'il restera en forme toute la saison. Ce serait bien pour le programme de Dallas. Voilà. Après, c'est sûr que défensivement, il y avait déjà eu, je trouve, une progression l'année dernière avec le système de Kevin Kane. Mais là, cette année, avec l'arrivée de Jim Leavitt, en effet, je pense que ça va être un palier supplémentaire. Je pense qu'il a déjà démontré qu'il peut mettre en place des défenses encore plus agressives.
L'année dernière, Florida Atlantic, c'est une équipe qui a encaissé très peu de points dans la conférence USA. Ouais. C'est ce qui leur a permis justement, sauf erreur de ma part, d'être en finale contre UAB. Un doute. Oui, c'est tout à fait. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Je suis pas un spécialiste de la CUSA. Hein. Je suis beaucoup moins que la Sunbelt. Mais voilà, blague à part. Non, en tout cas, il a cette capacité en effet à faire progresser les défenses. Il n'a pas été conservé à Oregon, mais c'était pas un problème de compétence, c'est un problème aussi de circonstances. Hein. On sait qu'il était en ballottage justement pour le poste de head coach avant que Cristobal notamment soit nommé. Donc c'est vrai que voilà, ça a rarement été ses compétences qui ont été remises en question. Et je te rejoins, voilà, ça peut être clairement une amélioration. Ce qui m'interroge un peu plus, c'est le changement de système défensif, puisqu'à priori on va s'orienter sur une 34. Et c'est là, par effet ricochet, où je me pose la question de ce qui va devenir de Junior Ao, le defensive end français donc des Mustangs, qui, on le rappelle, était le meilleur saqueur de l'équipe l'an passé avec 4 sacs, parce que mine de rien, il y a une rotation assez intéressante du côté des SMU, mais en l'occurrence, c'était lui le meilleur saqueur de l'équipe. Comment il va réussir à s'intégrer justement dans ce système 34 où il va peut-être falloir démontrer un peu plus d'aptitude en termes de vitesse, de qualité athlétique, etc. Je pense qu'il est capable de le faire. Maintenant, voilà, les cartes vont être redistribuées. En l'occurrence, et c'est forcément un point d'interrogation à prendre en compte. Cette capacité, on dira, d'intégration, d'adaptation, tout simplement, que ce soit de sa part ou en tout cas de la défense en règle générale. Est-ce que va pas y avoir ce petit temps de latence qui peut éventuellement poser problème, même si là encore les confrontations intra-AAC vont pas arriver tout de suite. Le premier duel, c'est South Florida en 5e semaine à la maison, donc a priori sur le papier ça passe. Ouais. Mais ouais, il y a quand même ça à prendre en compte pour savoir ce que peut donner SMU défensivement et s'ils peuvent continuer leur progression de ce côté-là du ballon. Tout à fait. Petit correctif, hein, c'était Marshall contre UAB à la finale de CUS. Mais ouais, c'est vrai que Junior Ao a été souvent utilisé sur les 3e downs d'ailleurs l'année dernière. Et où vraiment il était tellement explosif sur la ligne que ça lui a permis de réussir 4 sacs. On se souvient, il avait notamment été décisif, c'était face à Memphis, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc c'était plus. Voilà, il a vraiment une belle carte à jouer. Il s'est quand même bien intégré. Et effectivement, bon, là il y a un changement de système, il y a un changement de coordinateur défensif. C'est peut-être une certaine remise en question, mais il a quand même montré de belles choses l'année dernière, donc je suis assez optimiste pour lui. Comme de manière générale pour la défense, c'est vrai que c'est un changement de système, et Jim Leavitt, moi j'ai trouvé qu'à partout où il est passé, ça s'est quand même plutôt relativement bien passé. Donc, Oui, et puis très franchement, je pense que Sonny Dykes, c'est pas le genre de head coach qui va aller regarder ce qu'il fait en défense. Hein. Très franchement, je pense que lui, il est dans son truc. Non, il gère son attaque, voilà. Donc, ouais, même à la limite, pour lui, là, en l'occurrence, les responsabilités vont être bien partagées et ce sera une forme de co-head coach presque limite. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. À la limite, même s'il faut marquer 50 points de Sonny Dykes, pour lui, ça fait un petit challenge. Donc, il embarque. C'est ça. Un petit mot sur Memphis quand même, hein, en l'occurrence. Équipe Memphis, qui était finaliste en 2018 et 2019, je vais y arriver. Et une équipe qui a le même problème que nos amis de Tulsa et SMU, c'est-à-dire qui va prendre la place de quarterback après le départ de Brady White et ses 28 saisons au niveau NCAA. A priori, ce sera Grant Gunnell. Ça paraît favori parce qu'il a un petit peu d'expérience. Il arrive donc de Arizona State où il a été transféré, c'était en 2019. Il n'a pas joué l'année dernière, c'est ça? Ou transféré cette année? Il a dû jouer le début de saison et pas la fin, je crois. Ok. Il y a Peter Parrish aussi, si je ne me trompe pas, l'ancien de LSU, mais Kellen Brown. Et juste pour la blague, si tu me permets, hein, donc on rappelle que Grant Gunnell, ancien quarterback d'Arizona, va donc remplacer Brady White, ancien quarterback d'Arizona State. Exactement. Voilà. Juste pour la petite parenthèse. Et il y a Kellen Brown aussi, qui a une belle... Oui, le fameux freshman, ouais. Qui a peut-être une carte à jouer aussi. Donc là, c'est la vraie question pour Memphis, parce que comme beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de titulaires de retour, mais dont Calvin Austin, quand même, un excellent receveur, qui a montré de belles choses l'année dernière. Je t'avoue que parmi les 3 équipes, là, Memphis, je suis un peu plus inquiet. Parce que j'ai l'impression que là, il va y avoir une grosse baisse de production au poste de quarterback, ce qui m'inquiète un petit peu pour cette équipe de Memphis.
Et parce que défensivement, il y a beaucoup de retours de seniors de la saison passée. C'est peut-être assez intéressant pour garder voilà, une équipe dans les matchs, mais ouais, je suis plus inquiet pour le poste de quarterback du côté de Memphis. Ouais, alors juste une correction, parce que j'ai dit une bêtise, une de plus. C'était 2017, 2018 et 2019, le final de Memphis. Ok. Et c'est victoire 2017-2018 et défaite en 2019. Défaite en 2019, ouais. Voilà, donc juste pour le petit correctif. Après, en effet, ouais, j'allais dire même la saison dernière. Alors on sait que par exemple il y a un Kenny Gainwell par exemple sur le poste de running back qui a opt-out pour les raisons qu'on sait, parce que des soucis personnels notamment liés à la Covid. On va pas revenir forcément là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs en effet où on a senti que cette équipe de Memphis n'était pas extrêmement sereine. Je pense à un match contre South Florida notamment où ils gagnent un petit peu miraculeusement. J'en reviens au fameux match contre UCF. Le match contre Houston également en fin de saison, c'est un peu laborieux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'équipe qui dégageait la même sérénité que ce qu'on pouvait voir notamment lors des années McNorvell. Alors c'est pas tout de suite dire que Ryan Silverfield c'est pas la bonne solution, mais c'est sûr que là en l'occurrence ça va être un vrai révélateur dans le sens où forcément ils perdent une de leurs clés de voûte offensive. Et forcément, va falloir essayer de surveiller. Je crois qu'ils perdent leur tackle également au Binaeze qui est parti à TCU. Exactement, exactement, left tackle. Donc ouais. ça, c'est pas anodin car qui a suivi d'ailleurs TJ Carter, le defensive back également, les deux confilés du côté de Fort Worth. C'est pas un bon mix, un nouveau left tackle et un nouveau quarterback. Ouais, c'est rarement quelque chose de totalement rassurant, même si on a dit que toutes les défenses en a assez n'étaient pas transcendantes. Mais en l'occurrence, ça peut être quelque chose d'assez dérangeant par moment. Et j'attends de voir quand même ce que peut donner Mike McIntyre pour sa deuxième année comme coordinateur défensif. Ça peut progresser, surtout comme tu le disais, il y a beaucoup de pièces intéressantes. Maurice Joseph sur le premier rideau, Quindell Johnson également, l'excellent safety. Donc c'est sûr qu'il y a, je pense, défensivement des pièces. Paradoxalement, par rapport à ce qu'on peut voir ces dernières années, peut-être que la défense va réussir à compenser un peu plus les difficultés de l'attaque. Je pense que ça va être, une des clés, absolument. Cette saison, ça risque d'être un peu différent des saisons précédentes. Mais tu vois, Ryan Silverfield, on va pas parler de hot seat tout de suite, mais ah oui, non. Il y avait tellement un momentum qui se montait autour de Memphis, de Mike Norvell, que j'ai peur que la direction se dise là, on est en train de laisser filer une belle opportunité de construire un programme à plus long terme. Et je demande encore à voir Silverfield. On passe au milieu du panier, si tu me le permets, ouais. Un trio un peu plus en retrait, mais qui sera quand même à surveiller, avec le Tulane Green Wave, les Houston Cougars et les East Carolina Pirates. Morgan, du coup, est-ce que tu vois une équipe dans ce trio capable de s'immiscer, d'être un poil à gratter, voire plus? Eh bien non, on passe à la suite. Je dirais Tulane. S'il fallait choisir, je dirais Tulane. Principalement pour la personnalité de leur quarterback Michael Pratt, le sophomore, qui a fait, je trouve, une belle saison freshman l'an dernier, 20 TD. Belle combativité, il a un bras assez puissant aussi. On a découvert un quarterback qui pourrait intéresser la NFL, à mon avis aussi. Par contre, un taux d'efficacité à améliorer, à peine 55% si je ne me trompe pas. Ça va venir peut-être. En tout cas, c'est le futur leader de l'équipe. Et voilà, quand tu as une certaine stabilité au poste de quarterback, avec un quarterback plutôt prometteur, plutôt d'avenir sur les 2 prochaines saisons, ça me rend plutôt optimiste. J'aime bien Willie Fritz aussi, le coach de Tulane, qui a plutôt bien réussi depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a Chip Long qui fait son retour au niveau du coaching. L'ancien coordinateur offensif de Notre-Dame, si je ne me trompe pas, qui était passé par Tennessee. Il a pris la direction de l'attaque de Tulane cette année. Tout à fait. Pour remplacer Will Hall qui est parti à Southern Miss. Ouais, tout à fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Et autour de Michael Pratt, il y a aussi l'éclosion du sophomore au poste de running back, TJ Spears, qui avait été plutôt bon en tout début de saison dernière. Après, il a été blessé ensuite. Mais donc voilà, je dirais plutôt Tulane. Va falloir être un peu meilleur en défense aérienne par contre.
la Green Wave. Parce que l'année dernière, tu te souviens, les j'ai parlé big plays, de tout ça. Hein, donc, les big plays dans le mauvais sens, on va dire, on l'envoyait à foison dans les highlights de la semaine. Et ça, c'est un gros handicap. Parce que si Tulane doit marquer 45 points pour gagner des matchs, ça va devenir compliqué. Quoi. C'est un peu le souci avec Willie Fried ces dernières années, c'est que Tulane, c'est souvent des matchs à rebondissement en fin de rencontre. Mais pas toujours dans le bon sens. Voilà, c'est sûr que quand on est fan du Green Wave, faut pas être cardiaque. Et il faut réussir à encaisser les coups. D'ailleurs, les Nanas, ils finissent 6-6. Oui. Et si je me trompe pas, ils subissent 3 défaites sur le dernier jeu du match. Je l'avais noté, je pense. Attends, faut que je reprenne mes notes. Ouais, c'est ça. Contre ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Navy, SMU, Tulsa, ils perdent les 3 matchs sur le dernier jeu du match. Ils auraient pu finir 9-3 quand même. Tout à fait. Puis ils ont quand même perdu le Potato Bowl, donc ça c'est quand même. Non, mais voilà. Après, en effet, c'est une équipe qui est intrigante dans le sens où voilà, ils ont quand même réussi à battre par exemple Memphis avec la manière. Donc oui, le potentiel, on le découvre pas. En plus, tu disais dans une année où tu avais quand même un quarterback freshman qui a été lancé dans le bain, alors que c'était pas forcément prévu au départ. Tout à fait. Sans réel running back, et je suis très curieux de voir ce que peut donner un Cameron Carroll cette année. Qui a été correct l'année dernière. Hein, en tout cas, qui a été capable de bien finir les actions, 12 TD la saison dernière. Ouais, plutôt donc, closer, effectivement. Voilà, donc c'est sûr qu'en l'occurrence, si déjà ils arrivent à avoir ces 2 clés-là, avec en effet Chip Long qui a montré quand même qu'il était capable de mettre en place des très bonnes attaques, ça a de la gueule. Après, tu parlais de défensivement, ils perdent leurs deux principaux pass rushers. Cam Sample et Patrick Johnson. Sample, il a été bon l'année dernière. C'est un peu le souci. Ouais. Ils perdent quand même 12 sacs la saison dernière. Oui. C'est pas anodin. Après, on verra comment ils arrivent à compenser ça, bien entendu. Hein. Willie Fritz, en effet, bon. Je vais peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est pas des classes de recrutement folles, mais il arrive à tirer un petit peu le meilleur derrière. Mais voilà. Mais je trouve que ça va forcément être quelque chose à prendre en compte pour une défense qui, comme tu le disais, parfois contre la passe, est un peu naïf et qui restait 57e défense du pays la saison passée. Malgré tout, je trouve que ils sont peut-être en meilleure situation que Houston, qui m'inquiète sérieusement. Si je fais une transition. Qu'est-ce qui t'inquiète à Houston? Les débuts très décevants de Dana Williamson. Est-ce qu'il y a un point qui t'inquiète plus particulièrement? Alors j'avoue que j'étais assez intrigué par Clayton Tune. La constance pour l'instant n'est pas son fort. C'est ça. Et il finit mal la saison dernière. Hein. Il a été très bon au début. On se disait, ça y est, ils ont trouvé Derrick King finalement. C'est pas si grave s'il est parti. L'embrouille avec Daniel Williamson. La fin de la saison, c'était pas très très beau. Et ça m'inquiète un peu. On s'attendait à voir l'explosion de la Air Raid Offense du côté de Houston. Pour l'instant, c'est un peu pétard mouillé, je trouve. Hein. C'est pas complètement dramatique. Hein. Ils ont eu là le renfort en plus de pas mal de receveurs. Ça peut peut-être faire bouger les choses, notamment Keyshawn Carter, donc on avait vu du côté de Texas Tech. Mais voilà, Clayton Tune, je trouve bon en début de saison, très moyen en fin de saison. La défense, c'était pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même perdu gros avec Patrick Turner, qui était un first round, un premier tour de draft NFL si je me trompe pas. Ouais, vraiment, je me pose beaucoup. Je sens pas une vibe très positive autour de ce programme de Houston qui comptait beaucoup sur l'arrivée de Daniel Williamson avec un gros contrat, souviens-toi. Et bilan de 3-5 l'année dernière, et puis au total, c'est 7-13. Ils ont payé cher pour du 7-13. Oui. Bon, après, je ne serais pas aussi pessimiste que toi. Ok. Je ne serais pas aussi pessimiste que toi. Alors, encore une fois, c'est toujours facile de mettre en perspective la saison 2020. S'il y a bien une équipe au niveau de la AC qui a beaucoup souffert de la Covid en termes de matchs reportés, de préparation terrible. Un peu compliquée, Houston a quand même été pas mal dans ce domaine-là. Et voilà, c'est vrai que je l'ai dit, bon, c'est sûr que le bilan n'est pas flatteur. Après, quand tu regardes de près, les 5 défaites qu'ils ont, c'est BYU avec un Zach Wilson qui marche sur l'eau. C'est UCF. Alors, la manière n'y était pas forcément, mais ça reste un programme respectable. C'est une défaite à Cincinnati. Et c'est un revers à Memphis d'une courte tête dans un match que tu peux gagner.
Après, le 5e match, en l'occurrence, c'est la C'est défaite Hawaii contre Bowl. Hawaii lors du Ouais. New Mexico Bowl. Donc, New voilà, Mexico c'est un Bowl. peu plus à mettre en perspective, mais je sais pas. J'ai du mal. Alors, peut-être que j'essaye de m'auto-convaincre sur la capacité, en effet, de Daniel Gorsen à tirer le meilleur de ce groupe-là. Je trouve qu'en défense, en effet, ils ont perdu Peyton Turner, mais je trouve qu'il y a quand même des pièces intéressantes. Un David Aneni sur le pass rush, par exemple, peut progresser un petit peu plus. J'aime bien le backfield défensif avec Dante Anderson sur le poste de safety et surtout le duo de cornerback d'Amarion Williams et Marcus Jones. Voilà. Après, je pense qu'il faudra bien entendu beaucoup plus que ça. Ils ont quand même une escouade de receveurs qui a eu la possibilité de progresser avec un Marquez Stevenson qui a été constamment blessé. Donc ça a donné un peu plus de responsabilité, notamment à un Bryson Smith ou à un Nathaniel Dell. Donc voilà, c'est des éléments qui me laissent penser que voilà, tout ça mis bout à bout. J'attends un peu plus d'un Moul Bakar également au sol, si je veux développer un petit peu plus. Mais voilà, je me dis que j'ai quand même du mal à croire que Houston peut de nouveau se louper de la manière dont ils se sont loupés lors de ces 2 premières années. Et que voilà, l'année 2020 est peut-être une petite parenthèse et qui augurait éventuellement un petit sursaut d'orgueil cette année. Voilà, encore une fois, c'est peut-être de l'autoconviction, mais je me dis qu'il y a quand même mieux à tirer de ce groupe que ce qu'on en voit pour l'instant, ou en tout cas de ce qu'on en avait en 2020. Est-ce qu'on aura le même type de sursaut de la part de Temple et de Navy? Alors, tu veux pas parler d'East Carolina d'abord pour qu'on termine sur ce chapitre-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur East Carolina? Bah, ça a l'air quand même mieux avec Mike Houston. Ah, Ça a l'air ouais. de progresser, Ouais. Il faut dire que c'était tellement mauvais que ça pouvait pas être traître, ça pouvait pas être pire. Petit Montgomery, c'était pas ouf, c'est sûr. Mais Holton Ehlers, il apporte quand même un petit sursaut quand même au niveau du jeu aérien, malgré tout. Oui. Il fait le bonheur des joueurs de Fantasy League, on va dire. Ça, c'est sûr qu'il y a de la stat. Là, ça a de la stat, il n'y a pas de problème. Là. Non, ça, si tu mets pas les points négatifs pour les turnovers et les interceptions, c'est bon ça. Holton Ehlers, c'est bon quoi. Il y a une défense qui revient quasiment au complet, malgré tout. Ah bah ça c'est la bonne nouvelle, ils ont pris 35 points de moyenne par match l'année dernière. Nouvelle. Bon, écoute, ça c'est à voir, mais je pense qu'il y a moyen que cette défense progresse, j'en suis persuadé. Non, mais blague à part, je vois pas une équipe avec un bilan positif, mais ils étaient à 3-6 la saison dernière. Bon, ça peut être une équipe qui va chercher 4-5 victoires cette année. Ah, ce serait vraiment bon. Attends, Mike Houston est plutôt intéressant, il avait quand même pas trop mal réussi. C'était du côté de James Madison, si je me trompe. Richmond dans la SIS. Je crois que c'est James Madison, Mike Houston. C'était James Madison, ok. Mais écoute, non, moi, East Carolina, oui, voilà. Austin Ehlers, je te dis, moi, je commence à faire mes big boards pour le Fantasy League. Il est pas mal, quoi. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Écoute, il y a des progrès, mais ils ont fini quoi, 0-12? Ils ont fait une saison à 0-12 ou à 1-11 là, il y a 3-4 ans. C'est sûr que ça va un peu mieux, mais ça manque de profondeur, ça manque de talent général. Après, ça a souvent tourné autour des trois victoires avec Scotty Montgomery, en effet. Je m'attends pas à voir beaucoup mieux de East Carolina, je t'avoue. Je demande à voir. Ils ont fini. Ouais, la bonne nouvelle, ils finissent sur 2 victoires la saison 2020, c'est ça que j'avais noté. Temple et SMU. Je ne vais pas te forcer à parler d'ECU si tu ne veux pas parler d'ECU. Tu as commencé à aborder le sujet. Alors déjà, les quelques fans qui nous écoutent, j'en suis persuadé, de South Florida apprécieront. Tu as avant tout parlé de Temple et de Navy. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les Florida, Navy, ça a été la grosse déception de l'année dernière. Oh oui. L'attaque, c'est plus que ça. Écoute, c'est la plus mauvaise attaque de la conférence. Puis là, c'est vraiment laid. C'est à peine 17 points. C'est à peine 16 points par match. On est à 275 yards offensifs. Et le jeu au sol est beaucoup moins efficace que d'habitude. C'est sûr qu'il y a eu une préparation l'année dernière qui a été, on en a beaucoup parlé, et Ken Yamatalolo, le coach, en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'entraînements qui ont été faits sans contact.
Ils sont fait démolir par BYU à la première semaine, tu te souviens, le 55-3. Ça a été un petit peu mieux par la suite, mais ils n'ont pas réussi à gérer la succession de Malcolm Perry au poste de quarterback. Et même si on voit avec Xavier Harline un peu mieux, ils vont avoir besoin de l'aide au poste de running back, running back, fullback, appelez-le comme vous voulez, avec Jamal Carothers notamment. Je crois qu'il a été viré. Hein. Il a été viré, Carothers, définitivement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu. Il avait eu une suspension, effectivement. Ah oui, tu as peut-être raison. Il me semble. Donc là, c'est encore mieux. Quoi. C'est encore mieux avec. Oui, c'est ça. je crois que j'ai mis le dernier clou. Il avait été suspendu, c'est vrai. Et effectivement, là, je suis inquiet. Défensivement, ça a beaucoup mieux terminé. Ils ont beaucoup mieux terminé la saison. Tout le monde connaît Diego Fagot, qui est vraiment un linebacker qui a peut-être un avenir dans la NFL. Et Kevin Brennan aussi au poste de free safety, qui est intéressant. Moi, je suis sûr que l'armée est d'accord avec toi. Ils ont l'air d'être un peu plus conciliants ces derniers temps. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça du coup. Mais ouais. Voilà, ils sont pas dans une spirale très positive, on va dire, les midshipmen. Et quand tu regardes le calendrier, tu fais oh mon Dieu. Bah écoute, oui, ça va. Les matchs à Miami et à Notre-Dame, ça c'est pas les matchs intra-conférence. Hein. Donc. Alors, du coup, en calendrier intra-conférence, il commence à Houston. Alors attends, il commence à Houston, ils reçoivent UCF et SMU, ils se déplacent à Memphis avant de recevoir Cincinnati et de se déplacer à Tulsa. Écoute, ils peuvent être. Je pense que là, balade quoi. On sait que c'est souvent un programme qui a beaucoup de cœur. On sait que Niumatalolo est capable. Là, on parlait de maximisation de talent et c'est pas impossible que ce soit un programme qui fasse qui ait un gros sursaut, mais le calendrier va pas les aider. Ça, c'est certain. Là, très franchement, sur le début de saison, ils commencent avec Marshall et Air Force à la maison. Hein. Donc ça aussi, c'est des matchs, c'est dans leur corde, mais c'est des matchs où très franchement, si ça penche de l'autre côté, je suis pas tant étonné que ça. Hein. Ça peut mal finir. Et puis Army, ils ont fait 0 points l'année dernière contre Army. Ouais. Je suis pas très optimiste, Navy. Bon, est-ce que tu es plus optimiste pour Temple qui s'est, comme souvent, fait piller pendant l'intersaison? J'ai mon micro qui a coupé, excuse-moi. C'est pour ça. C'est petit problème technique. J'ai tiré trop fort sur mon câble. Temple. On a voulu te piller ton micro quand on a pillé Temple. C'est ça. On veut me faire taire parce que j'ai des choses à dire sur Temple. Alors, rêver. C'était moche l'an dernier aussi, Temple. Alors bon, ça peut pas être pire offensivement que l'année dernière. C'est vrai que ils ont eu une bonne nouvelle, je pense, à l'intersaison. C'est le départ d'Anthony Russo du côté de Michigan State. C'est moche. Donc tu crois à l'effet d'Iwan Matisse? J'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini ma phrase. Je voulais dire parce que arrive d'Iwan Matisse, le quarterback de Georgia, qui a été tellement bon du côté des Bulldogs l'année dernière qu'on se dit que c'est forcément la solution du côté de Philadelphie. On est vraiment enthousiaste que ça va aller beaucoup mieux du côté des Halls cette saison. Ça avait été un profil un peu caricatural. C'est un bon profil double menace. Pour le coup, ça, on peut pas lui retirer à Diwan Matisse. C'est vrai que ses choix n'étaient pas extrêmement inspirés. Je sais plus, Iso Vanderbilt, je crois, la saison dernière, de mémoire. C'est clairement pas fabuleux ce qu'on a vu de la transition d'Iwan Matisse. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Kirby Smart, notamment, à lancer Stetson Bennett peut-être plus tôt que prévu. Je crois qu'il n'avait pas prévu du tout de lancer Stetson Bennett, pour être très honnête. Donc voilà. Mais alors, c'est sûr. Alors, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ils perdent beaucoup de joueurs. Mais bon, tu sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Alors, ils perdent Raymond Davis, par exemple, sur le jeu au sol, mais qui n'avait pas eu des stats monstrueuses la saison dernière. Bon, après, on rappelle, Temple, c'est 7 matchs la saison dernière, pour un bilan de 1-6. Ouais. Donc, c'est vrai que l'échantillon n'est pas non plus monstrueux. Mais Raymond Davis a transféré, je crois, du côté de Rutgers. Remplacé quand même par Raven Bonner. Alors, t'as beau être ironique sur Dewan Matisse, je pense que Raven Bonner, en provenance d'Illinois, ça peut être quelque chose d'assez intéressant malgré tout. Ouais.
Après, c'est vrai que ça fait maigre en défense. Ils perdent Arnold Ebouiketier qui est parti du côté de Penn Penn State, State, ouais. notamment. Donc c'est vrai que Il y a beaucoup de mouvements d'ailleurs. Ils ont eu beaucoup de Voilà. mouvements départ-arrivée en défense via le portail des transferts. il y a Ifeanyi Maijeh dont je vais pas parler qui est aussi parti à Rutgers. Ouais. Ils se sont fait marcher dessus l'an dernier. Hein. Ils avaient quoi, 200 yards au sol par match. C'est... Ouais, Temple, Rod Carey, c'est bof quoi. Vraiment bof. Et il démarre contre Rutgers et BC, je pense, en match hors conférence. Et Boston College en match hors conférence. Il faudra vraiment un gros sursaut pour qu'ils atteignent le 6-6 cette année, je trouve. Ah, ça va pas être simple. Ça, pour manier l'ironie, oui, ça va pas être. Bon, ils jouent Akron à la maison quand même. Akron à l'extérieur. Ouais. Là, en termes d'équipe, avec des bonnes dynamiques, on va avoir un match. Je pense que ça va être notre match de la semaine en deuxième semaine de saison régulière. Mais le Akron Temple peut avoir le déplacement. Ouais. Mais ouais, même Memphis, Cincinnati pour commencer, ouais, c'est. Bon. Ouais. Mais il y a pire. Le y a pire. Temple, attention, il va être sympa aussi. Hein. Il y a peut-être pire hein, dans la conférence américaine parce qu'on n'a pas parlé de South Florida. Puis je pense que c'est le bon moment. Là, je pense que c'est le bon moment là. Allons-y parce que alors, vu comment tu nous as allumé East Carolina au lance-flamme, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire sur South Florida. La première année de Jeff Scott a été une franche réussite. Tout à fait. Ils ont quand même battu Citadel au premier match et et derrière ils ont enchaîné 8 défaites. Mais voilà. La grande équipe de Citadel, écoute. Mais des belles défaites. Hein, Ah, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont. Non. C'est du 44 points contre East Carolina, justement, la fameuse grosse attaque de 39 points à Temple, la grosse attaque de Temple dont on parlait tout à l'heure, hein, emmenée par Anthony Rousseau. Ils se sont fait un point d'honneur de terminer sur un 52-0 à Notre-Dame, si je me souviens bien. Ils ont commencé avec un 52-0. 52-0. Enfin, ils ont enchaîné après Citadel. Ouais. Ils ont résisté contre Central Florida dans le derby de la Floride en fin de saison. Mais c'est moche. C'est vraiment moche. Pour le coup, c'est... vas-y. J'allais caricaturer un petit peu l'attaque, mais je veux entendre ton point de vue. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a en plus beaucoup de stabilité dans l'effectif. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Souvent, la stabilité, on se dit, c'est plutôt positif. Là, non. Alors, il y a Darian Felix, le running back qu'on avait vu du côté d'Oregon qui arrive. Mais le reste, c'est à peu près la même équipe. Et j'ai bien peur que la saison soit très très longue. Je dirais que si se loupe face à Florida A&M en troisième semaine, ça peut être une saison à 0 victoire. Ouais, pour le coup, c'est un peu ça. Très franchement, sauf Florida, pour avoir vu quelques matchs la saison dernière. Offensivement, ouais, c'est bien parce que je pense avoir identifié le problème de Trevor Lawrence qui courait sans arrêt du côté de Clemson il y a 2 ans, ce qui avait le don de m'énerver. Visiblement, le problème, c'était Jeff Scott. Alors là, sauf Florida, il s'en donnait à cœur joie. Hein. Alors Jordan McLeod, le pauvre, ce qu'il a pris dans la tronche, c'était quelque chose. Hein. Franchement. D'ailleurs, il a pas été transféré, Jordan McLeod. Il me semble qu'il est toujours dans l'effectif. Je vais revérifier. Je vais essayer de. Ok. Ce serait dommage qu'il garde un groupe plein de stabilité, qu'il laisse partir le seul. Je crois que il me semble qu'il avait bougé du côté d'Arizona, mais peut-être que je me trompe. C'est possible. Il n'y a pas Jaren Williams qui est l'ancien de Miami, qui est du côté de South Florida. J'aurais dit Florida Atlantique. Alors attends. Atlantique. Du coup là on arrive dans les bas-fonds de la conférence AC, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Alors attends, je vais regarder tout de suite de ce pas la situation sur le poste de quarterback. Alors, je te laisse regarder. Jaren Williams, il me semble qu'il avait qui était transféré. Donc l'ancien titulaire et grand espoir des Hurricanes. Non, je confonds avec Nkosi Perry, oui, qui est parti à Florida Atlantique. Tu as totalement raison, c'est Jaren Williams qui a transféré. Qui avait eu quand même. Et du coup, Jordan McLean est bien transféré. Donc c'est moi qui raconte des bêtises. Jordan McLeod, j'ai dit McLean. Transféré à Arizona, si je me trompe pas. Donc ça va jouer entre Kate Fortin et Jaren Williams. Jaren Williams, j'espère que la marche est pas trop haute pour lui, South Florida, parce que là je m'inquiète quand même, parce que ce serait quand même. Il avait montré quelques belles choses quand même, Jaren Williams. Oui, il y avait sur un match. Saison avec Yamini après, c'était un peu plus compliqué. Ouais, sur un match. Donc là, South Florida, Temple et East Carolina, on a allumé. On nous demande simplement qu'ils nous donnent tort et qu'ils fassent une bien meilleure saison que ce qu'on annonce.
tant qu'on allume un peu, est-ce que tu veux parler des hot seats dès à présent? Qui est sur ta chaise chaude? Moi, Daniel Gorsen, je me dis qu'à un moment donné... Au bout de 3 saisons, tu ferais pas un bon directeur athlétique. T'installerais pas une bonne ambiance en interne. Mais écoute, il arrive, un des premiers trucs qu'il fait, il s'embrouille avec le quarterback vedette de l'équipe, Derek King. Ça, c'est quand même... Et puis derrière... Parce qu'il y a de plus malin, c'est sûr. Parce qu'il y a de plus malin. Et puis, il avait un bon bilan à West Virginia. Là, je l'ai dit tout à l'heure, 4-8 puis 3-5. Alors c'est sûr que ce qui le protège un peu, c'est son contrat, parce que c'est plus de 4 millions de dollars par saison. Pour un programme de l'American, le buyout doit être assez élevé. Et en temps de rigueur budgétaire, comme je le disais, ça peut peut-être le protéger. Mais tu semblais être optimiste pour Houston. J'espère que tu as raison. Mais je me dis, à un moment donné, ça fait cher pour 7 victoires en 2 saisons, quoi. Alors, la chaise chaude, ça a été compliqué, très concrètement, au niveau de la conférence AAC. Alors, j'aurais quand même tendance à te rejoindre si on prend le scénario catastrophe, si on prend le mauvais scénario. Parce qu'en l'occurrence, je suis plutôt optimiste pour Houston. C'est sûr que si la saison est loupée, on peut commencer à se poser un petit peu des questions du côté du Texas. On s'entend. Il y a un autre point d'interrogation, et ça va un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. Là encore, si le scénario n'est pas forcément fabuleux, quid de Willie Fritz? Je trouve quand même que depuis son arrivée à Tulane, c'est sympatoche, c'est spectaculaire, mais en termes de fiche, c'est pas dingue. C'est sympatoche, et à la Nouvelle-Orléans, il faut que ce soit sympatoche. Écoute, hormis la saison où ils vont chercher Justin McMillan à LSU, c'est quand même des saisons presque dans l'anonymat de la AC, quoi. Donc c'est un peu... Et je pense quand même qu'il y a moyen, quand tu vois que par exemple des équipes comme Tulsa arrivent à s'inviter, mais des équipes comme Temple, je trouve ces dernières années, arrivent à avoir un peu voix au chapitre, en tout cas à sortir un petit peu de l'anonymat. Je dis pas que Tulane est complètement... est totalement inconnu, mais je reste un peu sur ma faim. Alors, je te rejoins totalement. Je suis quand même assez excité de voir ce que peut donner Michael Pratt, encore plus avec Chip Long. Et je pense que ça peut permettre en effet à cette équipe de Tulane de franchir un palier. Mais c'est vrai que depuis son arrivée du côté de la Nouvelle-Orléans, et encore plus, je le disais, il arrive à bonifier sur le terrain. Mais quand on sait par exemple qu'il y a beaucoup de prospects très intéressants en Louisiane, quand tu te dis que derrière LSU, le programme qui attire le plus dans l'État, c'est pas Tulane mais Louisiana, ça interroge un peu. C'est sûr que dans le marché de la Nouvelle-Orléans, il devrait être plus dominant. Je suis d'accord. C'est là-dessus. C'est le côté un peu... En fait, c'est le côté bon travailleur, mais presque... encore une fois, je vais pas critiquer gratuitement. Je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait du côté de Tulane ces dernières années. Mais ouais, c'est à la limite, c'est quoi ton plancher, quoi. C'est jusqu'où tu peux aller, qui tu peux vraiment essayer d'aller chercher comme joueur star, autre que vraiment des purs transferts en termes d'opportunités. Et est-ce que vraiment tu arrives à développer ton équipe au point d'en faire vraiment une formation capable de jouer des coudes avec des Memphis, des SMU, qui n'étaient pas des programmes hyper en vue il y a encore 5-6 ans de ça, si je remonte un petit peu plus loin. Donc c'est vrai, donc c'est là-dessus que je m'interroge un peu. Après, très franchement, dans la AC, c'est du pinaillage parce que... si je veux être mauvaise langue, Philippe Montgomery, si vraiment tout le ça se loupe cette année, je demande à voir. Hein. Aussi. Voilà, parce qu'encore une fois, je ne pense pas, après une saison, ils ont fait finale de conf, que ça remettra tout en cause. Mais il y a aussi des circonstances à pas occulter. Et si vraiment tout ça, c'est sur la pente descendante offensivement et défensivement, je serais quand même amené à me poser un peu la question. En tout cas, au moins, ça le fragiliserait un peu plus. Il serait peut-être pas sur la chaise chaude, mais au moins dans la salle d'attente. C'est pas fou. Voilà. Ta finale de conférence à AC, du coup. Cincinnati. Je pense qu'on n'a pas besoin de insister davantage. Et on va avoir la même. moi je vais Tanner Mordecai. Je suis plutôt enthousiaste. Donc je vais dire Cincinnati SMU. Alors je t'avoue que c'est mon premier choix, Cincinnati SMU. Je vais y aller avec ce pronostic-là également.
J'étais pas loin de la grosse cote. Hein. J'étais pas loin du Cincinnati-Houston. Oh. Donc quand même, là, c'est carrément un témoignage d'amour là pour Daniel Gorsuch. Je pense que Clayton Tune peut gagner en régularité. Après, encore une fois, je vais avoir du mal à te vendre des arguments pertinents vu ce qu'on a vu sur l'ensemble de la campagne 2020. Mais ouais, on dira que l'espoir m'emmène vers un Cincinnati-Houston. Après, si je reste sur un point de vue plus logique, Cincinnati et SMU, de par ce qu'on disait, de par la probable cohérence offensive et défensive, j'aurais quand même du mal à ne pas choisir les Bearcats et les Mustangs pour cette finale de conférence. Je suis quand même surpris qu'il n'y en ait aucun de nous deux qui ait mis UCF en finale. Pour moi, le chantier est plus vaste. Ok. J'ai un peu la même analyse là, mais je suis surpris qu'il n'y ait aucun de nous deux. Tu noteras que j'ai pas mis East Carolina. Quoique. Attention, méfie-toi. Mais je saurais te le rappeler. Non. Tu sous-estimes beaucoup les Houston, Mike notamment, donc je saurais te le rappeler tout au long de cette saison. Je t'ai dit, et je considère très fortement de choisir Holton Ahlers dans mon équipe de fantasy. Oui, je te le laisserai. Ça, c'est... J'insiste là-dessus. Du coup, Cincinnati pour gagner sa couronne ou SMU et Junior AO pour les détrôner? Cincinnati pour gagner sa couronne. Si je me trompe pas, la finale a lieu sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Et tu vois plutôt Cincinnati classé. Et je vois plutôt le froid de l'Ohio jouer un rôle important dans cette finale. Donc Cincinnati. Voilà, c'est vrai que je l'ai dit un peu en introduction avec le calendrier notamment de Cincinnati, le fait de recevoir notamment les principaux fers de lance de cette conférence, ça peut en effet leur permettre d'avoir un meilleur bilan et d'avoir l'avantage du terrain. Donc voilà, même si, avec toutes les critiques que j'ai pu émettre, en tout cas le relativisme que j'ai pu émettre sur tout ça, ils ont quand même un peu souffert l'année dernière en finale de conférence contre les Golden Hurricanes. Donc même en recevant, en ayant ce statut d'épouvantail de la conférence américaine, attention, contre une équipe comme SMU qui est en plus capable de bien solliciter leur défense. Je vais vers le choix de la raison et je miserai comme toi sur le Cincinnati, mais rien ne m'étonnerait. Je peux pas dire d'un côté j'hésitais entre Cincinnati Houston et Cincinnati SMU et te vendre ce fan méthodiste comme le futur vainqueur de la conférence pour garder un minimum de logique aussi. Tout à fait. Donc voilà, j'y vais avec les Bearcats. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette finale de conférence américaine. On se retrouve du coup dans quelques jours, Morgan, pour une nouvelle preview de conférence. Ouais. A priori, on devrait prendre la direction de l'ouest des États-Unis. C'est ce qu'on devrait quitter. On devrait aller à l'ouest du Mississippi. Exactement. Voilà, il devrait faire un poil plus chaud. Ça dépend des endroits où on va. Tout à fait. Voilà, on essaiera d'éviter un petit peu les pentes neigeuses. Mais donc ouais, on parlera notamment a priori de Pac-12 et de Mountain West. C'est au point. Voilà, donc restez bien connectés sur le site et sur les antennes de The Blue Planet et du podcast Ball. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours. Passez d'ici là une très bonne semaine avec plein de rencontres ainsi au programme. Salut à tous. Salut à tous.